Jacques Cheminade, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, je suis très heureux d'avoir l'occasion d'exprimer le fond des choses qui est très peu dite aujourd'hui dans mon pays. D'accord. Tout le plaisir est pour nous. Alors, le vendredi 5 juillet, le Premier ministre hongrois et actuel président de l'Europe, Viktor Orban, s'est rendu en Russie pour tenter une médiation avec Moscou et Kiev en vue d'arrêter le conflit armé qui dure depuis février 2022. Donc, de cette visite, Viktor Orban a déclaré la Hongrie est en train de devenir le seul pays, je le répète encore une fois, d'Europe capable de parler à tout le monde. Et puis, après 3 heures d'échange avec Vladimir Poutine, il a déclaré que les positions sont très éloignées, soulignant néanmoins qu'un pas important avait été franchi et qu'il poursuivrait ses efforts. Nous avons eu une conversation franche et utile, a-t-il déclaré pour sa part le président russe, dont les exigences n'ont pas varié, à savoir le retrait total de tous les soldats ukrainiens des républiques populaires de Donetsk et Lugansk et des régions de Zaporozhye et Kherson. Alors, Jacques Cheminade, quelle est votre évaluation de cette visite et pourquoi a-t-elle été tant décriée au sein de l'Union européenne et de l'OTAN? Alors, Viktor Orban est un homme intelligent qui a une carrière politique, disons, mouvementée et riche. Donc, il a compris qu'aujourd'hui, il y a une volonté de paix dans les peuples européens et dans le monde. Donc, il a décidé de prendre le taureau par les cornes, comme on dit en France, et d'aller à Kiev, puis à Moscou, puis ensuite à Pékin, et enfin il ira à Washington. À Washington, oui. Il le fait à titre personnel. À titre personnel, je veux dire en tant que représentant la Hongrie, mais en même temps, il est président du Conseil de l'Union européenne, donc on ne peut Oui. pas dire que c'est seulement à titre personnel. Bah, c'est ça Et qui n'est pas compréhensible. Pourquoi il est décrié, s'il est considéré comme le président de l'Europe en il exercice. est, Oui. il est, et les autres ont dit, eh bien, il va au-delà de ses prérogatives. Lui a répondu non, parce que je représente un mouvement pour la paix, et en effet, je ne vais pas officiellement en tant que président du Conseil de l'Union européenne, mais j'ai cette, disons, représentation-là malgré tout. Mhm. Euh, donc, il se rend euh, malgré toutes les oppositions des milieux européens. Vous savez que l'Europe aujourd'hui est en train de basculer plus que jamais dans le camp anglo-américain. Vous avez Mark Rutte, le néerlandais, qui sera secrétaire général de l'OTAN. Vous avez Kaja Kallas, qui Mhm. mange un russe à chaque petit déjeuner, qui va être représentant des affaires étrangères, qui va remplacer Joseph Borrell. Et vous avez Ursula von der Leyen, probablement reconduite. Il faut encore que le Parlement européen vote, mais il votera, malgré sa composition actuelle qui a un peu changé parce qu'il y a plus de représentants de ce qu'on appelle l'extrême droite. Mhm. Donc, en Europe, il y a encore, parce qu'on est soumis à la tutelle anglo-américaine, un parti va en guerre. Et tous les partis politiques aux élections françaises ont tous été partisans de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Ouais. Donc, il y a cette réaction où on conteste Orban, mais en même temps, sous la table, on dit c'est quand même intéressant. Il faut voir qu'une chose, pour Orban lui-même, il est pour rester dans l'OTAN, alors que notre parti, Solidarité et Progrès, est pour la dissolution de l'OTAN et que la France pratique la politique de la chaise vide pour l'instant. Lorsqu'il n'y aura pas encore dissolution, ce ne sera pas tout de suite. Mais que la France fasse comme De Gaulle l'avait fait à un certain moment, la chaise vide, on n'y est pas. On n'est pas responsable. Et ensuite, Orban est l'ami de Netanyahou. Il est très proche de ceux qui pratiquent un génocide à Gaza. Donc, il ne faut pas le voir les choses trop simplement. D'accord. C'est très intéressant qu'Orban ait fait cela. C'est un signe qui dépasse Orban lui-même. C'est qu'il y a, comme c'est un homme intelligent, il ressent qu'il y a en Europe une volonté pour la paix. Et la proposition de Vladimir Poutine, formulée le 14 juin, apparaît très intéressante
Moi, ce que j'ai noté dans cette proposition, le retrait des troupes ukrainiennes, donc des quatre oblasts, Zaporoïe aussi et Kherson, plus évidemment à ce moment-là un cessez-le-feu et une négociation de paix, j'ai noté que Odessa et Kharkiv, comme on dit aujourd'hui, n'étaient pas Mhm. mentionnés. Donc la Russie, contrairement à ce que disent beaucoup d'Européens, n'a pas le plan d'aller plus loin, d'aller prendre le contrôle de toute l'Ukraine. C'est pas vrai, ça l'intéresse pas d'ailleurs. Ce qui les Ouais. intéresse, c'est les provinces, les régions, les oblasts russophones, et la position est maintenant très claire. Et notre coalition internationale pour la paix, que nous avons formée avec l'Institut Schiller, a dit qu'il faut saisir cette occasion et saisir cette occasion pour négocier avec la Russie. D'accord. Alors, Jacques Cheminade, 3 jours après cette visite à Moscou, Viktor Orban s'est rendu en Chine pour la mission de paix, c'est ce que vous avez rappelé d'ailleurs, de paix en Ukraine. Et il dit, la Chine est une puissance clé dans la création des conditions de la paix dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi je suis venu rencontrer le président Xi Jinping à Pékin 2 mois seulement après sa visite officielle à Budapest. Et puis, pour sa part, le président chinois a indiqué, chose qui est très importante, qu'un cessez-le-feu rapide et un règlement politique de la crise étaient dans l'intérêt de tous. La priorité, il dit, est désormais de veiller à ce qu'il n'y ait aucune expansion du champ de bataille, aucune escalade de combat et aucune provocation de la part d'aucune partie et d'œuvrer à une désescalade le plus rapidement possible. Et donc, la communauté internationale devrait fournir les conditions et le soutien nécessaire à la reprise du dialogue direct et des négociations entre les deux parties. Ce n'est que lorsque tous les grands pays joueront un rôle positif plutôt que négatif qu'une perspective rapide de cessez-le-feu pourra émerger, a-t-il conclu. Je parle du président chinois. Oui. Alors, Jacques Cheminade, comment voyez-vous le rôle de la Chine dans une dynamique de désescalade et de paix? Et puis, est-ce que les États-Unis seraient-ils prêts à se joindre à cette dynamique dans l'intérêt de tous? Alors, je vois le rôle de la Chine comme fondamental. À court terme, c'est la Chine qui avait proposé depuis longtemps les 12 principes à partir desquels on pourrait Mhm, parvenir à participer à des négociations de paix. Puis actuellement, la Chine se fonde sur les 5 principes de la coexistence pacifique, qui avaient été d'ailleurs euh, créés par Liu Shaoqi à l'époque, et qui avait ensuite les 10 principes de Bandung, de l'Organisation des pays non alignés, et aujourd'hui les 3 initiatives de développement mutuel, de sécurité et de civilisationnel pour la civilisation de Xi Jinping. Donc la Chine a un corps de doctrine que les autres pays n'ont pas aujourd'hui. Et ce corps de doctrine, c'est un corps de doctrine qui est, je dirais, tout à fait consubstantiel ou en accord avec la paix. Et la mhm, notion de paix est vraiment le fondement, je pense, d'une politique chinoise, en particulier dans le développement mutuel. Nous, nous sommes partisans de nouvelle architecture de développement économique mutuel et de sécurité. C'est ce que moi-même, j'étais à Moscou en 2002 et mhm, j'avais rencontré des gens de l'Académie politique du ministère des Affaires étrangères, j'étais à l'université, j'avais rencontré différentes personnalités milieupolitiques et Serge Glaziev à l'époque, mhm, qui est actuellement à la commission euh, de l'Union économique eurasiatique et la commission des affaires économiques. Ils jouent un rôle fondamental, on en reparlera plus tard. d'accord. Donc j'avais dit, à cette époque, en 2002, il faut absolument que les pays occidentaux comprennent qu'il faut un système dans lequel il y ait une sécurité en Europe et dans le monde, et un système qui rétablisse la priorité du développement de l'économie physique, l'économie productive, par rapport à l'économie financière. Et à l'époque, je me souviens, il y avait un grand intérêt, notamment à l'Académie du ministère des Affaires étrangères, où des gens avaient dit, mais c'est exactement ce que la Russie attend. Eh bien, les Occidentaux ont trahi la Russie. Cette, cette possibilité-là, qui était celle de la paix, les Occidentaux, en particulier l'oligarchie financière occidentale, a choisi la guerre. Mhm, Et dans ces conditions-là, évidemment, on arrive aujourd'hui à nouveau à une échéance
par rapport à celle qu'on aurait pu saisir et qu'on n'a pas saisie en 2002, on arrive aujourd'hui à une échéance possible de paix. Mais elle doit être basée sur des principes, et ces principes, les pays occidentaux, évidemment, les rejettent. On pourra en parler. Oui, on y reviendra. Alors, encore une question donc. Cette tentative de médiation menée par Viktor Orban intervient dans le contexte des élections européennes et législatives en France et au Royaume-Uni. Et les résultats de ces scrutins, si on les regarde un peu de près, on peut dire qu'ils ne présagent rien de positif quant aux questions de règlement du conflit en Ukraine et d'arrêt de livraison d'armes au régime de Kiev, ce qui rend le risque d'escalade, y compris vers un conflit nucléaire, plus que jamais imminent. Alors, Jacques Cheminade, comment analysez-vous les résultats de ces élections? Comment expliquez-vous l'absence totale de ce sujet dans les débats? Et cet état de fait n'a-t-il pas, in fine, rendu ces rendez-vous électoraux caducs et sans aucune incidence sur la vie politique nationale et internationale? Or, le sujet fondamental absent de ces débats, c'est la politique internationale et la politique économique. Mhm, Euh, Personne n'a mentionné l'importance fondamentale de la paix. Et tous les groupes politiques, les trois grands groupes, sont pour continuer la livraison d'armes à l'Ukraine. mhm, Donc, ils sont soumis dans le nouveau Front populaire, dans le Rassemblement national, et évidemment tous les partisans d'Emmanuel Macron, qu'on appelle ensemble. Donc, tous sont dans le sens va-t-en-guerre. Pourquoi? Parce que tous sont soumis à l'oligarchie financière. Et cette oligarchie financière en est arrivée à un moment de l'histoire où elle a produit une bulle de tout, comme on dit, c'est une bulle financière. Elle émet de l'argent, de l'argent, de l'argent, sans production réelle de biens physiques, sans équipement de l'homme et de la nature. Donc, à un certain moment, le système euh, est en état de s'effondrer, puisqu'il n'y a pas face à la monnaie la production réelle de biens. Donc, pour eux, l'illusion, c'est d'aller trouver ailleurs un domaine, on pourrait l'appeler de pillage, ou d'extension de leur pouvoir pour compenser leur situation qui est une situation désespérée politiquement et financièrement. Donc, ils portent en eux la guerre. Cette oligarchie porte la guerre et elle domine des pays comme la France, le Royaume-Uni ou, bien entendu, les États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui n'est même pas de l'ordre des chefs d'État, qui est au-dessus d'eux, qui porte mhm. cette politique-là de guerre. Ce qui explique pourquoi la France s'étant soumise, il y a cette politique, en effet, de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Alors, certains disent un peu moins, d'autres un peu plus. D'autres disent aux Ukrainiens, soyez gentils, ne frappez pas le territoire russe, tout ça ne vaut rien. Ouais. C'est ou la paix ou la guerre. Et il faut choisir. Et on est dans un moment politique qui est celui-là. Et je crois qu'Orban, avec son flair politique, a compris que c'était le moment où il pouvait apparaître comme celui qui défend le parti de la paix par rapport à une France où, si vous regardez bien les choses, le nouveau Front populaire a eu 26% environ des voix, ce qui est vraiment Absolument. pas beaucoup. Si vous regardez ce qui s'est passé en Angleterre, avec un peu plus du tiers des voix, on a les travaillistes qui ont gagné. En France, avec un peu plus du tiers des voix, le Rassemblement national est le troisième parti. Donc on Ouais. peut dire c'est le système politique. En partie, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est des classes en France, des classes dominantes, qui sont dominantes par le diplôme, qui sont dominantes par l'héritage économique de leur famille, etc. Ces classes dominantes ignore complètement le peuple et ignore cette volonté de paix qu'il y a dans le peuple. Parce que si vous prenez les électeurs du nouveau Front populaire, les électeurs du Rassemblement national, et même une partie des électeurs de Macron, ils sont pour la paix. Et nous, on essaye de s'adresser à cela par-delà les étiquettes politiques pour arriver à cette condition de paix qui est pour nous la priorité absolue. Après, on verra quelle autre politique on fera par rapport à cela. Mais la paix, et pour avoir la paix, combattre cette oligarchie financière qui porte en elle la guerre. D'accord. Et là, j'aimerais bien faire un peu d'histoire parce que la situation l'exige et j'aimerais bien faire connaître une facette de vous, justement, Jacques Cheminade, qui est extrêmement importante
et que les gens doivent absolument, sur laquelle les gens doivent, au-delà de votre personne, doivent se pencher. Alors, depuis votre campagne présidentielle de 1995, lors de laquelle vous aviez, et nous pouvons dire à juste titre, vous aviez devancé tout le monde en dénonçant le fascisme financier de la City de Londres et de Wall Street, mettant en garde le monde entier, pas uniquement l'électorat français, quant au danger que faisait peser ce système oligarchique sur la prospérité et la paix dans le monde. Et je peux dire, je crois que nos auditeurs seront d'accord avec moi, on ne peut aujourd'hui que constater, d'une façon qui ne souffre aucune démonstration ni aucune preuve, que le temps vous a complètement et parfaitement donné raison. Alors, mais Jacques Cheminade, avant de vous poser la question, j'aimerais faire écouter à nos auditeurs les quelques déclarations justement phares, importantes et cruciales que vous aviez tenues lors de cette campagne de 1995 que voici. Il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Je vous ai regardé à la télévision, j'ai eu du courage parce que c'était la campagne officielle, et je n'ai pas tout compris de ce que vous racontez. J'ai toujours pas compris si vous étiez de gauche, de droite, ou si pour vous ça n'avait aucun sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est un socialisme qui fait du monétarisme et une droite qui fait du monétarisme. Donc je suis contre le monétarisme. Je suis contre cette politique qui admet que la rente financière peut continuer et tout détruire. Nous vivons dans un monde de spéculation insensée sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a. 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici avec le Crédit Lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme, de l'immédiat. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se ressaisir, c'est ce que j'ai dit, et essayer, et tenter de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. L'expression d'extrême droite, c'est un cancer financier. Non, pardon? Pas une connotation d'extrême droite. Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est quelque chose qui justement détruit le travail et la production. La question de la bulle financière internationale, de ce cancer financier qui ronge l'économie mondiale que j'ai posé, eh bien, chacun des candidats doit y répondre. Et c'était le but de ma campagne, faire poser cette question et faire se prononcer chacun sur ce point. Je ne pense pas que les autres candidats, celui qui sera élu et ceux qui ne le seront pas, puissent s'attaquer à ce problème fondamental. Et je pense que dans les 2 ou 3 prochaines années, nous allons dans une période grave, tragique dans l'histoire du monde et de l'Europe, parce que ce problème fondamental n'aura pas été réglé, les dirigeants n'étant pas des hommes de caractère. Alors, Jacques Cheminade, on ne peut dire que le monde a perdu 30 ans de temps perdu. Si on avait écouté cette alerte, cette invitation justement à regarder ce problème de près, je crois qu'on aurait beaucoup gagné du temps. Alors, ma question, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs le lien organique qui lie l'activité financière spéculative et criminelle que vous dénonciez en 1995 aux dynamiques de déclenchement de conflits mondiaux? Et puis, le risque de déclenchement d'un troisième conflit mondial est-il réel pour vous, vu justement la situation actuelle, notamment financière et économique, et notamment aussi dans le contexte de l'abandon de tous les traités militaires de limitation et de contrôle d'armes stratégiques qui lient la Russie aux États-Unis? Alors, je dirais que pour la France, ce qui est caractéristique, c'est l'arrogance des élites, dans les autres pays occidentaux aussi. Euh, Ce que j'ai dit en 1995, vous assurez que ça présente un intérêt, je le pense aussi, mais c'est surtout le rejet par le Conseil constitutionnel de mon compte de campagne qui a été Oui. significatif. C'est-à-dire les élites françaises se sont coalisées pour ne pas rejeter le compte qui était contestable de Jean-Marie Le Pen à l'époque, les comptes de campagne de Chirac et de Balladur qui étaient tout aussi contestables. Et on a interviewé d'ailleurs Roland Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel, et il a dit publiquement, donc Christophe Barbier, le journaliste de l'Express, il a dit publiquement que les comptes de Balladur et de Chirac ne réunissaient pas les conditions juridiques, mais qu'il avait fallu accepter celui de Balladur parce que sans ça, on aurait
rejeté aussi celui de Chirac. Donc, on a accepté Balladur, donc on a pu accepter Chirac, et qu'il fallait le faire parce que ça sauvait la République, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'un président élu avait triché. Alors, on lui demande, mais cheminade. Ah, il dit, lui, il n'a pas été adroit. Il n'a pas été adroit. La justice réduite à une question d'adresse, c'est ça l'élite occidentale? C'est ça le Conseil constitutionnel. Maintenant, on a les minutes du Conseil C'est-à-dire, constitutionnel depuis 2020. vous n'avez pas eu la présence d'esprit de bien ficeler votre compte, même en trichant s'il faut, pour que... C'est ça que ça veut dire, ce qu'il dit là. En tant Et que... ça veut dire aussi l'aveuglement Oui. des élites françaises. Euh, Ils sont tout aussi aveugles que les autres élites occidentales, hein. Mhm, Pourquoi? Parce que toutes sont dans le champ de ce système d'oligarchie financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette oligarchie financière euh, possède le pouvoir d'imprimer l'argent, la monnaie. mhm, Et avant, on disait la planche à billets, maintenant, c'est des impulsions électroniques. On appuie sur un bouton et on crée de la monnaie. Donc, on crée de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie. Pourquoi? Pour sauver les spéculations des uns et des autres. Et évidemment, à un certain moment, ça crée tant d'inflation que le système risque d'exploser. Et si on revient en arrière et si on arrête l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, comme ça a été le cas, on mhm, crée une situation où l'économie ne fonctionne plus. Donc, dans les deux cas, inflation ou déflation, cette élite occidentale, ces gens, élite, j'aime pas le mot, c'est, je dirais, voyous de l'oligarchie qui domine la politique occidentale, sont obligés d'aller chercher ailleurs les moyens de, croient-ils, sauver leur système de monnaie et trouver une richesse qui vienne en contrepartie de leur monnaie. Et ils vont vers quoi? Ils vont vers les pays qui ne sont pas dans leur système. Alors, c'est les pays en partie du sud planétaire, comme je l'appelle, le sud global, comme disent les Américains, et c'est la Russie et la Chine. Donc, ils portent une politique que Macron a appelée lui-même en France, mais aux États-Unis aussi, une politique qu'ils ont appelée économie de guerre. Économie de guerre, ça veut dire réarmement, produire des armes. C'est ce qu'ils font. Ils ont dit, le méchant Poutine est rentré en Ukraine, donc on a le droit de produire des armes. Et pour résister, Poutine probablement bluffe, il se trompe complètement, Poutine ne bluffe jamais. Donc ils disent, voilà, il faut renforcer l'Ukraine. Mais on arrive à un point qui est un point de non-retour. mhm, C'est-à-dire, ou bien on admet, et on fait la paix, ce que dit Orban, hein, on mhm, admet que l'Ukraine est battue, et elle est battue, telle qu'elle est aujourd'hui, tout le monde le sait, tous les militaires le savent. Ou bien on va plus loin, et à ce moment-là, on envoie les troupes de l'OTAN en Ukraine, comme l'a dit Macron à un certain moment, et on crée ouvertement une intervention de l'OTAN en Ukraine. Mais ça mène à une guerre avec la Russie, ouverte, et ça mène mhm, à une guerre nucléaire. mhm. Donc, est-ce qu'on est prêt à s'aventurer dans cette direction ou non? Et Orban n'y absolument pas. Et d'autres disent aussi non. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit, tous les traités qui étaient les traités des missiles de portée intermédiaire, de longue portée, Mhm. qui était le traité ciel ouvert, tous ces traités sont tombés. Donc, et on n'a même plus un téléphone rouge, comme on avait avec Kennedy et Khrouchtchev, il n'y a plus de téléphone rouge entre Poutine et Biden. Biden ne l'a pas voulu. On ne sait même pas si Biden serait capable de tenir une conversation. Ça, c'est une autre question. Ouais. Donc, voilà, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Et cette oligarchie financière a porté cette illusion parce que tout est spéculatif. On voit, par exemple, depuis 10 ans, l'économie française avoir émis environ, depuis 2017 même, depuis moins 7 ans, 1000 milliards. Où sont passés ces 1000 milliards, se demandent les gens. Mais c'est de la fausse monnaie. C'est de l'argent qu'on émet sans contrepartie productive. On est dans un système de fausse monnaie. Aux États-Unis, c'est encore pire, mais ils sont protégés parce que le dollar est international. Mhm. Et en France ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a fait quand on sait que ce système va menacer par l'inflation des intérêts productifs et les travailleurs? Aux intérêts productifs, on donne des subventions, les subventions au patronat, et aux travailleurs, des allocations. Et on compense. On émet de l'argent qui ne produit pas, toujours. Absolument. Parce que le patronat préfère les intérêts financiers à court terme et devient un capital financier, et c'est plus le capital industriel de Michelin, de Peugeot ou des autres en France. C'est plus. Et aux États-Unis, tout ce qui marche, c'est tout ce qui est lié à l'industrie de l'armement. C'est les industries de Silicon Valley et tout le secteur de la cybernétique et du numérique.
et c'est tout ce qui produit des armes. C'est Lockheed, je sais pas, Grumman, c'est tous les producteurs d'armes là-bas qui alimentent l'économie. Donc c'est ça qui crée le danger. On est, Alors, Jacques il y a Cheminade, une concentration de l'économie sur le militaire porté par le financier qui crée un danger de guerre immédiat. alors, la dernière question de cette première partie de notre émission, est-ce que frapper le portefeuille de cette oligarchie financière internationale est-il un moyen, sinon le seul moyen d'arrêter la dynamique d'escalade vers un conflit, peut-être qui peut être nucléaire Alors, même? je ne sais pas si ensuite vous avez d'autres questions, mais il y a des gens qui réfléchissent à cette question, bien sûr. Oui, oui. Oui, il y a la Quelqu'un deuxième partie, justement. On va consacrer d'autres questions sur ça pour aller dans la profondeur de votre proposition par Il y a rapport. notre ami Sergueï Glaziev en Russie Oui. et Li Hui en Chine. C'est très intéressant, ces gens qui réfléchissent à comment faire passer l'économie de la priorité financière destructrice et qui porte en elle la guerre, l'économie de faux monnayeurs, la fausse monnaie qui porte en elle la guerre, à une économie réellement productive qui sera par un développement mutuel nécessaire, dans ce cas-là, porteuse de paix. Comment faire en sorte qu'on ait ce changement? Et il faut toucher au portefeuille, il faut toucher à la base de l'émission de monnaie, Mhm. mais tout en ne produisant pas la guerre que ses intérêts fomentent. Donc, il faut en même temps être extrêmement déterminé et avec une prudence, disons, dans la manière dont on progresse. Et je pense que de ce point de vue-là, si on regarde le comportement réel, si on oublie les yeux occidentaux Mhm. de, du président Xi Jinping et du président Poutine, ils progressent, disons, avec beaucoup de prudence par rapport à une situation où même en Chine ou en Russie, il y a des gens qui voudraient aller beaucoup plus loin parce qu'ils sont furieux de cette prédominance du système occidental. Mais il y a une réalité euh, avec les gens qui réfléchissent. Wang Gruning en Chine, dont je vous parlerai après, tous ces gens-là qui réfléchissent pensent comment à la fois assurer la paix, éviter la guerre, et en même temps, parce que c'est la même chose, arriver à un ordre de développement mutuel et de sécurité. Et c'est là le grand pari du monde qu'on n'a pas du tout mentionné dans les élections françaises. Personne n'en a parlé. On a fait comme si la France était un endroit isolé où on pouvait faire des promesses. Alors on fait des promesses, des promesses, des promesses, mais aucun moyen de les tenir. Le Rassemblement national a vendu l'illusion nationale, le nouveau Front populaire a vendu l'illusion sociale, et tous sont pieds et poings liés par ce système financier. Donc ce qu'ils racontent, c'est du blablabla, ce n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est faire face à ce système financier qui est porteur de guerre. Voilà, c'est ça ce que nous défendons. Alors, évidemment, nous sommes pour l'instant que des lanceurs d'alerte, mais des lanceurs d'alerte qui ont eu raison en 1995. Comme le dit, on commence à se pencher et se dire quand même, aujourd'hui où la Absolument. situation est beaucoup plus grave, peut-être qu'il faudrait examiner ce qu'ils disent. Donc il y a des gens dans le milieu économique, dans le milieu militaire en France, qui commencent à réfléchir sur cette question-là. La première question de cette deuxième partie, je voudrais quand même qu'on aille dans la profondeur de ce que vous aviez proposé déjà en 1995 et que vous avez aussi élargi dans les autres campagnes présidentielles qui ont suivi après. Je crois que c'était en 2012-2017. Alors, depuis 1995, ça, on ne peut que vous l'accorder que vous vous battez sans relâche pour une réforme totale et profonde du système financier et monétaire international qui, selon vous, doit passer par une mise en faillite ordonnée des actifs financiers spéculatifs, la séparation des activités des banques, la nationalisation des banques centrales et le rétablissement du crédit public productif. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus et détailler ce plan de la refonte du système financier et monétaire international et comment un tel système pourrait-il être une condition sine qua non de la paix dans le monde? Et enfin, qu'avez-vous à dire à ceux qui le qualifient de système hyperinflationniste? Le système hyperinflationniste, oui. Hyperinflationniste ou hyperinflationniste? Ils disent que ce que vous proposez là, il va créer beaucoup d'inflation et donc voilà. Alors, c'est un système centralisé
sur un dollar financier qui n'est même plus le dollar des États-Unis, c'est le Mhm. dollar du système financier international. Et Mhm. un euro tout aussi financier, qui n'est plus l'euro de l'Europe, mais un euro du système financier international. Ce pas des monnaies de nation, elles sont plus des monnaies de nation. Mhm. Alors, il y a quelqu'un en Chine qui a fait une très bonne analyse de ça, qui s'appelle Wang Huning. C'est Mhm. quelqu'un qui est très important en Chine. Alors, il a dit l'Amérique contre l'Amérique, c'est-à-dire qu'il y a des gens au pouvoir aux États-Unis qui agissent contre le peuple américain et Mhm. contre tous les peuples du monde, mais aussi contre le peuple américain. Donc, c'est pour moi tout ce que j'ai pu dire et toute cette organisation pour la France que j'ai développée depuis 1995 et pour le monde. Je n'ai pas eu de succès en France pour l'instant. La France est restée, l'élite française, soi-disant élite, est restée aveugle et arrogante. Mais en Russie et en Chine, on est allé dans cette direction. Et l'Institut Schiller International et Lyndon LaRouche, mon ami américain, avait développé cette conception-là pour le monde, comme je l'ai développée en France aussi pour le monde. Mhm. Donc on arrive aujourd'hui à un point où les pays du, ce que j'appelle le sud planétaire, le sud global, sont aperçus que dans le système monétaire actuel, ben, ils sont trompés et ils sont pillés. Et on s'aperçoit que la dernière année, en effet, il y a eu un retour en arrière pour ces pays. Donc, ils disent, il nous faut autre chose. Ils s'aperçoivent que lorsqu'on dépose de l'argent en Europe ou aux États-Unis, euh, ben, l'Afghanistan, on leur a pris 9 000 milliards, la Russie, plus de 300 000 milliards, c'est des sommes énormes qui sont pon- ponctionnées, c'est des Oui. ponctions de l'argent. Donc, on veut négocier dans ces pays-là en monnaie nationale. Et il y a deux personnes qui ont cette approche, qui sont Serge Glaziev en ce qui concerne la Russie. Alors, Serge Glaziev est président de la... Ces termes sont un peu compliqués, mais il est président au sein de l'Union économique eurasiatique et Mhm. au sein de la commission chargée des affaires économiques, de macroéconomie et d'intégration, il est celui qui s'occupe des affaires de nouvelles monnaies. Comment arriver à quelque chose qui soit quelque chose qui succède au système dollar-euro. Et en Chine, il y a Li Hui, qui est le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiatiques, lui aussi. Donc, Li Hui et Serge Glaziev réfléchissent à comment passer d'un système qui aujourd'hui est un système de monnaie nationale qui sorte du système dollar. Et c'est très intéressant comment même l'Arabie saoudite l'a fait pour négocier en yuan. Mhm. Comment les accords entre la Russie et la Chine sont en yuan ou en rouble. Donc, il y a ce changement dans le monde. Mais dans ce système où on opère en monnaie nationale, hors du système dollar, c'est progressif, ce n'est pas les plus grands flux, mais le système dollar se rétrécit progressivement. C'est encore à peu près 50%, un peu moins des monnaies de Absolument, oui. réserve, et c'est 80% des échanges. Mais le système différent en monnaie nationale progresse. Mais ce système national, en monnaie nationale, a un problème. C'est-à-dire quand il y a des excédents et des déficits. Comment faire? Il faut un instrument de référence commun. Et c'est ce que propose Glaziev et Liqui. Et c'est la grande discussion aujourd'hui. Et on propose soit l'or dans un premier temps, peut-être, soit un panier de matières premières fixé par des contrats à long terme, pas par les marchés financiers, par des contrats à long terme, Mhm. mettons à 10 ans, dans lesquels on a un instrument de référence solide et stable qui permet de compenser les déficits, lorsqu'il y en a, en pensant à comment transformer ces déficits en moyens pour produire. Et une fois que ce sera des moyens pour produire, on gagnera de l'argent et on pourra payer les déficits. C'est ça le système. C'est un système basé sur une économie physique productive. Donc c'est très intéressant que ça se développe en Russie et en Chine et avec les pays du Sud global. C'est ce mouvement des BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai qui vient de se réunir, la grande réunion des BRICS qui aura lieu à Kazan, qui sera très très importante, Mhm. 22-24 octobre.
La France, à un certain moment, Macron voulait se faire inviter, mais il ne réunit pas les conditions. Il est dans le système occidental, il ne réunit pas les conditions. Donc j'espère qu'il y aura un changement en France qui permettra à un représentant français délié de ce système de l'art d'assister à Kazan. Mais je ne sais pas, je ne suis pas très optimiste, mais je me bats pour ça. Après, je pense qu'il y aura un développement en France, parce qu'il y aura une réaction contre cette élection qui, pour tout le monde, a été une élection volée. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de stabilité, il n'y a rien. Donc, à partir de là, il y aura une demande pour un nouveau système financier et monétaire différent qui redonne justice aux gens. Et les gens s'en aperçoivent pour une raison en France. C'est très intéressant. Ils s'aperçoivent la croissance exponentielle du trafic de drogue. Et ils s'aperçoivent que ce trafic de drogue est parrainé par l'oligarchie financière. Ce n'est pas les gens qui ont des points de deal dans la rue, qui évidemment sont des criminels, mais sont des criminels de bas niveau. Il y a l'oligarchie financière qui blanchit et organise ce trafic. Donc, par cela, les gens comprennent ce qui est un peu compliqué et que je viens de vous expliquer, ce Mhm. système qui n'est plus un système associé à la production réelle physique, à de bonnes choses pour les gens, au secteur public, à l'école, à l'hôpital, au laboratoire, mais qui est associé à un système purement financier de monnaie qui engendre de la monnaie. Alors, c'est très intéressant maintenant de se pencher sur la Chine. Il y a Wang Huning qui est en train d'apparaître comme le principal conseiller de Xi Jinping. Il l'était de plusieurs dirigeants chinois, mais il ne se montrait pas. Maintenant, il se montre. Il a été président de la commission centrale d'orientation sur la construction ou la vision de la civilisation spirituelle. Donc, ça veut dire beaucoup de choses en Chine. Ouais, ouais. Donc, beaucoup plus sérieux. Il est président de la conférence de coordination politique du parti communiste chinois de Chine. Et Mhm. il est aussi maintenant, parce qu'il a beaucoup de casquettes, il est, et c'est la plus importante, premier secrétaire du secrétariat du comité central du Parti communiste chinois. Donc cet homme de très grande influence est quelqu'un qui a fait des études sur quoi? On parlait d'inflation, sur Ouais. Jean Bodin, un Français qui était le parti des politiques au XVIe siècle. Et Jean Bodin avait dit, voilà l'Espagne qui a plein de monnaies. C'est les mines d'argent, les mines d'or, qu'elle accumule la monnaie. Ben ça va l'appauvrir parce que ça ne va pas à l'économie qui produit. On a simplement de la monnaie. C'est un peu aujourd'hui comme le dollar. Mhm. Et de l'autre côté, nous, en France, on doit produire, on doit faire des entreprises, on doit faire des usines, une économie physique. Donc, Wang Honing a été très intéressé par ça. Baudin a écrit quelque chose qui s'appelle La réponse à M. de Malestroit, qui est le premier document où on explique ce qu'est l'inflation. Et que l'inflation, bah, c'est avoir beaucoup, beaucoup de monnaie sans production en face. Donc, il dit la France doit avoir la production en face. Et ça a été après l'idée du colbertisme. Bon, Wang Honing a fait ses thèses sur ça. Et il a examiné de très près. Il a examiné de très près aussi dans un concept de lutte des classes, ce que peut être une classe moyenne. Et il a vu tout cela de tout près. Et aujourd'hui, c'est lui qui conseille Xi Jinping dans sa conception des trois initiatives. L'initiative, je l'ai dit, de développement mutuel, de développement économique, l'initiative de sécurité et l'initiative civilisationnelle. Et lui insiste sur la initiative civilisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En Chine, ça veut dire le retour à toute l'histoire chinoise dans ce qu'elle a amené la grande puissance chinoise, disons, avant le 17-18e siècle. Donc les Han, les Tang et surtout les Song. Donc Mhm. au moment où Kaifeng était la plus grande ville du monde avec 1 million d'habitants. Donc la Chine se repenche sur cette histoire d'un point de vue à la fois marxiste et d'un point de vue euh, culturel. Et de ce point de vue-là, je pense que tout ce que nous avons défendu rentre en cohérence avec cela. Et du côté russe, Serge Glaziev est quelqu'un qui a rencontré à plusieurs reprises Lyndon LaRouche et qui, au moment de la mort de Lyndon LaRouche en 2019 et au moment de son 100e anniversaire de sa naissance récemment, a Mhm. dit, c'est LaRouche qui m'a éclairé sur comment ce système occidental était en train de se détruire lui-même et Mhm. comment il faut passer à un ordre différent de choses, une économie physique productive basée sur l'augmentation de la production par être humain, par unité de surface et par unité de matière apportée, et qui en même temps forme les gens pour cela, c'est-à-dire fasse une politique de formation profonde et intégrée. Or, où il y a cette politique de formation, et je regrette de le dire pour nos pays occidentaux, il y a encore dans certaines universités américaines et en France, mais c'est très peu,
très faible partie de la population. Tandis qu'en Russie ou en Chine, on a conservé une formation des jeunes, pour cela, de haut niveau. Moi, j'ai Ouais. rencontré des étudiants et des étudiantes chinoises, je leur dis, vous n'êtes pas trop désorientés quand vous venez en France, on parle français. Et oui, la langue est très difficile. Mais heureusement, on est 1 an et demi ou 2 ans en avance sur nos amis français. Donc, Donc, en ça nous termes techniques et scientifiques. Ouais. donc, il y a un avantage culturel certain de ce point de vue-là dans les pays, je dirais, des BRICS, et en particulier en Russie et en Chine. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce point de vue-là, des pays qui étaient tout à fait dans le plan occidental, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, on pense qu'aujourd'hui, ben, c'est plutôt, le futur est plutôt du côté des BRICS. Et ils D'accord. en sont. Alors, j'aimerais quand même essayer de faire une projection par rapport de ce que vous venez de développer en termes de la nécessité de développement d'une économie physique et par rapport donc au système actuel. Alors, jeudi 14 décembre 2023, le Congrès américain a adopté un budget astronomique de 886 milliards de dollars pour la défense des États-Unis en 2024. Et ce budget de défense est voté alors que la dette fédérale des États-Unis s'approche actuellement de 35 000 milliards de dollars et, et ce montant ne constitue en réalité que 33% de la dette globale du pays qui en fait d'eux d'ailleurs le pays le plus endetté au monde. Et la dette totale américaine qui inclut en plus de la dette fédérale les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières atteint un montant actuellement astronomique de près de 100 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Et malgré ces conditions, les décisions très risquées de la Fed d'annoncer des baisses de taux, bien que l'inflation reste élevée, a permis à la bourse américaine de franchir encore ses records précédents. Alors, Jacques Cheminade, en regardant juste ces chiffres, on se dit que ces gens-là, vraiment, qui vous accusent de proposer un système inflationniste, sont vraiment gonflés. Parce qu'avoir une dette de 100 000 milliards de dollars total, comparé à ce qui est, à ce qui est comme production physique censée rembourser la dette, ils sont vraiment en train de se moquer du monde. Alors, cette décision de la Fed d'annoncer trois baisses de taux, de faire bondir la bourse et ainsi de suite, baisser le dollar, les conditions financières, est-ce que ça ne va pas justement aggraver la situation de l'inflation? Est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue? Alors, je dirais, ils ne sont pas seulement gonflés, comme on l'avait dit, ils sont arrogants et criminels. Ce sont comme des joueurs autour d'une table de jeu, et ils jouent avec la monnaie, alors que cette monnaie, c'est nos vies, en réalité. Donc, ils jouent avec la vie humaine. Et c'est ça qui est très grave aujourd'hui, de cette soi-disant élite, qui est complètement déconnectée de la réalité. On l'a vu en France dans ces élections, on va le voir dans les élections américaines. Et on voit que qui gère en réalité? C'est pas Biden, le président des États-Unis, c'est pas Kamala Harris, la vice-présidente. C'est toute une association de gens des services de renseignement, des milieux financiers et d'une spécialisation dans l'économie de guerre, associée à l'économie cybernétique, au numérique et à l'intelligence artificielle. Donc toutes ces choses-là qui pourraient être des choses extraordinaires pour la paix, l'intelligence artificielle peut faire toutes les choses qui sont répétitives et un peu bêtes, et nous, il nous reste la créativité et c'est merveilleux. Non, c'est associé à l'économie de guerre. Donc les gens commencent à le voir. En France, il y a des gens, des militaires, qui commencent à dire, il y a une aide à l'Ukraine. Bon, on donne à l'Ukraine de l'armement. Mais qui produit l'armement avec de l'argent européen en partie? L'industrie américaine. Mhm. Donc, elle vole. Et il y a une prise de conscience de ça, plus après Nord Stream, après ce qui s'est passé avec Nord Stream, eh bien, on s'aperçoit que le prix de l'énergie est 3 à 4 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'industriels allemands vont investir aux États-Unis. En plus, les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, a fait un système protectionniste. Donc, ils vont investir là-bas. Ce qui fait que l'Europe est en train d'être dépourvue et qu'on est en Allemagne en particulier, parce qu'il y a encore une industrie
il y a à peu près 20-25% du produit intérieur brut qui est en crise. En France, on a moins d'industrie, donc on est moins en crise, mais on a été complètement démantelé. Donc il y Mhm. a cette crise de l'Europe et l'Europe est peu à peu asservie. Et euh, le peuple ne comprend pas très bien pourquoi. Moi, je l'explique et j'explique et j'explique ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Mais les gens commencent à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils écoutent les explications. Et je pense qu'on aura du succès auprès de gens qui ont voté un peu pour tout le monde, mais parce qu'ils espèrent de trouver un protecteur. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre chose, une crise dans l'économie mondiale très grave. Vous regardez tous les pays du monde, y compris la Chine et la Russie. Oui, oui. Le taux de naissance est très bas, très bas. Mhm. Le pire, c'est un pays qui s'est développé, comme la Corée du Sud, où on est à moins de 0,90 enfants par femme en âge de procréer. Donc partout, sauf en Afrique, on est en dessous du chiffre qui permet un maintien de la population mondiale. Or, avec Lyndon LaRouche, nous avons dit, notre ami américain, nous avons toujours dit, ce qui définit une politique de progrès, c'est une politique qui est capable d'accueillir plus de gens qu'elle n'en accueille aujourd'hui. On appelle ça le potentiel de densité démographique relatif, ce qui a Mhm. beaucoup intéressé Serge Glaziev d'ailleurs. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le gens qu'on est capable d'accueillir aujourd'hui, on a à en accueillir plus dans le futur. Or, dans l'ensemble du monde aujourd'hui, c'est pour ça que les gens font moins d'enfants. Ils s'aperçoivent qu'avec ce qu'on produit réellement, ben, on ne pourra pas assurer le même niveau de vie qu'aujourd'hui et qu'il y aura recul, et que ce recul commence à se manifester. Donc les gens le ressentent dans les banlieues en France, les gens le ressentent à l'intérieur de la France, un peu moins dans les villes, parce qu'il y a une économie de l'argent dans les villes à Paris, à Nantes ou ailleurs, dans Bordeaux, dans les grandes villes, il y a une économie de l'argent. Fait que les gens vivent encore bien, ils sont sur des terrasses, ils prennent leurs cocktails, etc. Un peu comme à Lvov en Ukraine. Mais derrière, il y a la guerre, et derrière, il y a ce système de pillage financier. Il y a à peu près 50 à 70% de la population française qui le subissent déjà. Mhm. Donc, il y a un potentiel de changement. Mais aussi, pourquoi en Chine, on ne fait pas d'argent, on ne fait pas d'enfants, pardon, on fait de l'argent, on fait moins d'enfants. Pourquoi les femmes chinoises ne font pas? En Russie aussi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que il faut un changement qui soit plus global, plus général dans le monde, qui redonne espoir à tout le monde. Et c'est pour cela que nous nous battons. Et c'est très intéressant de voir ce point de vue l'Afrique, parce que c'est la seule région dans le monde où il y a plus de 2 enfants par femme à âge de procréer. Mais on dit, ah, mais c'est dangereux, ils vont tous nous envahir, c'est terrible. Moi, je dis au contraire, il y a une jeunesse, et cette jeunesse, il faut lui donner les moyens. Et je pense que la Russie et la Chine ont cette idée, pas seulement cette idée, ils veulent aussi des matières premières, ils veulent aussi l'intérêt national, mais il y a cette idée que la jeunesse n'est pas une charge, un coût, mais un espoir. Or, dans les pays occidentaux comme la France, on considère les salaires comme un coût au lieu de le considérer comme quelque chose qui permet de produire et qui permet de consommer. Donc, Ouais, on marche sur la tête. Et je pense que peu à peu, les gens s'en aperçoivent. Et pour répondre à votre question, c'est un moment où les gens s'en aperçoivent beaucoup plus qu'en 1995, lorsqu'il y a ma première candidature présidentielle. Donc, ouais. je pense que euh, arriver au pouvoir par des moyens directs, au moins dans le court terme et même moyen terme, c'est difficile pour nous, mais nous pouvons inspirer beaucoup des politiques dans lesquelles ces idées-là seront respectées. Et ça, c'est notre combat. D'accord. Alors, la question suivante, parce que j'aimerais aussi montrer un peu un aspect pour que les gens comprennent et saisissent ce que vous êtes en train de décrire. Alors, selon l'organisation caritative londonienne Oxfam, la richesse totale des milliardaires, donc, qui se sont enrichis alors que la plupart de la population mondiale s'est appauvrie, dans le monde a augmenté de 3 300 milliards de dollars depuis 2020. C'est-à-dire même pendant la pandémie de Covid-19. Alors, la richesse combinée de tous les milliardaires du monde est passée de 6 000 milliards de dollars en 2012 à environ 14 000 milliards de dollars en 2022. Par exemple, en France, la fortune de Bernard Arnault, président du géant français des produits de luxe, s'élève à 191,3 milliards de dollars. Celle de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, 167 milliards. Elon Musk, 245 milliards.
Alors, Jacques Cheminade, comment peut-on expliquer cette situation alors que la majorité des peuples en Occident voient leur niveau de vie drastiquement baisser à cause des politiques insensées d'austérité de leur politique, de leurs élites économiques? Et n'y a-t-il pas un risque d'explosion sociale à l'instar de ce qui se passe actuellement en Allemagne, en France, où on voit les gens sortir dans la rue pour tout et n'importe quoi? Alors, je dirais une réponse très simple, c'est que ceux qui ont le privilège de mettre la monnaie, les mettre pour eux-mêmes et leurs amis. Donc, on a un système fermé de l'émission monétaire dans lequel les riches s'enrichissent avec de la fausse monnaie. Et là est tout le problème, avec de la fausse monnaie. Mhm. D'où la tendance à réarmer et à imposer leur fausse monnaie par des moyens militaires. C'est ce qu'on appelle l'économie de guerre. Mais l'économie de guerre, ça conduit à la guerre tout court, hein, un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens-là sont détestés. Le peuple déteste ces gens qui voient comme des privilégiés, qui ont des diplômes. Malheureusement, on essaye de détourner cette hostilité contre les immigrés, en disant c'est les immigrés qui sont dangereux, ils vont nous prendre les emplois, alors qu'en réalité, les immigrés ont des emplois généralement soit dans le milieu intellectuel très qualifié pour les plus qualifiés d'entre eux, comme toi, soit dans les bars, la restauration et tout ça, des emplois peu qualifiés dont les Français ne veulent plus. Donc on dit, ah oui, mais ils n'en veulent plus parce qu'on donne trop d'argent pour le chômage. Alors là, c'est une politique de répression sociale qui va s'organiser. Et il y aura une réaction. Alors, ce que les gens les plus vicieux et les plus pervers dans ce système, et qui sont dominants dans le domaine culturel, veulent balancer les gens contre un mur pour que les gens, leur révolte, n'aboutissent pas à la contestation des autorités en place, mais au désordre, au chaos, et que la majorité de la population en ait peur, et qu'à ce moment-là, on puisse imposer un régime d'ordre. C'est le fameux article 16 pour Macron en France, et c'est la manière dont aux États-Unis, on décompose le pays en différents secteurs où on pourra tenir en arbitrant les uns contre les autres. On l'a vu pour la question de l'avortement, par exemple. Mhm. Donc, voilà comment procèdent ces élites. Et le peuple, il faut lui donner les moyens. Moi, j'ai dit, il y a un très beau texte de Jules Vallès de la Commune qui est le cri du peuple. Mais le cri du peuple, en soi, ne mène pas à une alternative. Il faut Sans projet. répondre au cri du peuple. Et je dirais, si on fait une image avec la musique, lui donner la bonne partition et le bon orchestre pour qu'il soit capable d'exprimer ce qui est nécessaire et ce qui doit lui revenir. Et ça, dans la Révolution française, il y a eu des gens qui ont pensé dans certains cas, y compris dans la musique, et qui ont pensé que l'idée de fraternité, l'idée de participation au pouvoir est absolument essentielle. Donc pour moi, tous les moments, tous les moyens, toutes les associations qui ont une vision de participation à faire les choses sont à prendre. C'est très intéressant parce que on voit les syndicats aujourd'hui en France dépassés par leur propre base. Ils ont des exigences sociales très justes, aux États-Unis aussi, mais ils ne peuvent pas les mettre en œuvre puisqu'au niveau international, ils ne contestent pas ce système-là. Et s'il y a une contestation de ce système, on pourra faire les mesures de progrès et de participation sociale avec une période où il faudra combattre. Hein, ça sera rude. Les combats de changement, on pourrait dire les combats révolutionnaires, ne sont pas toujours pavés de roses. Il faut se battre. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Et, mais le risque de continuer comme on va est bien plus grand parce qu'il conduit tout droit à la guerre et à la dépossession des gens. Si on regarde comment ça a opéré en France depuis mai 68, aux États-Unis aussi, et en Angleterre aussi, et en Allemagne aussi, ça opère d'abord, on séduit les gens en les portant à la consommation. Puis, peu à peu, on maintient l'exploitation et on fait l'exclusion, c'est-à-dire qu'on exclut 10%, 15% de la population de l'accès au développement. Puis enfin, devient le point que nous atteignons aujourd'hui, c'est la répression, parce qu'il y a une révolte. Donc, on ne peut plus séduire par la consommation. Donc, il y a un moment où arrive la révolte. Et avec cette révolte, on réprime. Et là, on y est en ce moment. On est en train d'arriver là dans les pays occidentaux. Donc, qu'est-ce qui se passera? Ça dépend de ce qu'on pourra faire lorsqu'on est un dirigeant d'un pays occidental ou lorsqu'on représente le peuple, de s'allier avec d'autres secteurs dans le monde
qui on peut contester par différents moyens ou différentes. D'ailleurs, ils ne sont pas parfaits pour nous, mais qui sont des pays comme la Russie, comme la Chine, comme les pays du Sud global, qui sont pour la production. Et c'est une vaste renaissance de la production qu'il faut redévelopper dans les pays occidentaux et la formation de peuples pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre cette production. Et cette idée de formation est essentielle. Vous avez quelqu'un comme Macron qui a fait un programme de modernisation de l'économie française, 30 milliards. Mais rien n'est prévu pour la formation, rien n'est prévu pour rémunérer ces gens. Les gens dans les hôpitaux, les gens dans l'éducation aujourd'hui sont sous-payés. Oui, Personne ne peut plus être enseignant parce que les conditions d'enseignement sont devenues plus difficiles à cause de l'agitation des jeunes qui sont, disons, branchés sur leur portable et branchés sur les écrans entre 3h30 et 8 heures par jour. oui. Donc, ils sont dans la perturbation. Donc, il y a quelque chose de culturel aussi à profondément changer, que les enfants aiment plus de créer, de s'amuser, d'avoir des relations sociales qu'à être branchés sur leur portable. On voit des gens 5 ou 10 enfants ensemble qui sont branchés sur leur portable, en train de parler sur leur portable à des gens qui sont ailleurs ou même à des gens qui sont autour d'eux. Donc on voit cette Oui. situation. Ça a été critiqué en Chine, ça a été critiqué en Russie. Et je crois qu'on a tout à fait raison de le faire parce que c'est le début de la décomposition d'une société. Bien. Alors, la dernière question, Jacques Cheminade. Washington et le reste de l'Occident qui lui obéit utilisent leurs règles, ce qu'on appelle un monde de frontières des règles, chaque fois qu'il est nécessaire de justifier des mesures illégitimes contre ceux qui construisent leur politique, ce que vous venez de dire maintenant, conformément au droit international et dans une vision souverainiste, et refusent de suivre leurs intérêts égoïstes. Ceux qui ne sont pas d'accord sont mis sur les listes noires, selon le principe qui n'est pas avec moi et contre moi. Tout le monde se rappelle donc, dans ce sens, de la déclaration du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est le jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Alors, une dernière question. Dans le contexte actuel, les Africains, mais aussi les Européens et tout le Sud global, ont-ils intérêt à prendre le virage des BRICS plus, en dépit de tous les risques auxquels ils pourraient s'exposer? Et est-ce que l'heure de l'émancipation a-t-elle sonné pour eux? Je pense que oui. Pour le négatif, d'abord, ils voient très bien que les pays occidentaux, par exemple comme la France en Afrique de l'Ouest, n'apportent rien qui permette un développement de leur pays. Moi, j'ai dit, au moment où les djihadistes se fonçaient sur Bamako, en janvier 2013, j'ai Mhm. dit, il faut les arrêter. C'est normal qu'on les arrête. Mais si après, on ne fait pas une politique de développement économique, qu'on ne met pas tous les lacs de la Fabiguine de la région en eau, si on ne fait pas une politique de développement de la production vivrière, si on ne fait pas une politique de croissance et de grands travaux, et si on continue à piller l'uranium du Niger, on ira nulle part et ça sera encore pire. Et c'est ce qui est arrivé. Les pays ont vu qu'il n'y a pas d'option offerte par la France dans ces pays-là, pas d'option réelle, qu'on a envoyé des forces du maintien de l'ordre, 5000 à peu près soldats au Mali, et qu'il n'y a pas eu de coopération civile, financière, de développement, qu'on n'a pas envoyé le génie civil, qu'on n'a même pas envoyé le génie militaire pour faire des équipements. Donc, moi, j'ai un ami africain qui est de l'organisation à Addis Abeba, de l'unité africaine, et qui m'a dit que on dit en Occident que les Russes et les Chinois nous espionnent. C'est peut-être vrai, mais les pays occidentaux nous espionnent aussi. La différence, c'est que les pays occidentaux ne nous apportent rien, sauf des, des échanges financiers et pas de moyens de nous développer, alors que les Chinois construisent des chemins de fer, que les Russes amènent des moyens d'exploiter les mines, ils amènent une sécurité, et que les pays occidentaux, qu'on le déplore ou pas, ne nous amènent pas cette sécurité. Donc, c'est vrai que parfois nos élites préfèrent faire construire des stades plutôt que des hôpitaux, mais on construit quand même des hôpitaux et il y a une vision. Bon, cette vision, la France l'avait, c'est la vision pastorienne où on avait cette vision qui est encore respectée dans un pays comme le Vietnam, par exemple, Yersin, Alexandre Yersin, qui est une vision de médecine globale. Si on veut faire une vraie médecine pour ces pays-là, d'abord, il faut donner à manger aux gens, parce qu'on ne mange pas, bon, on n'est pas en bonne santé. Mhm. On ne l'a pas fait dans le pays, dans le système colonial ou néocolonial. Et il faut aussi penser à l'environnement. Il faut créer un environnement dans lequel euh, les gens n'ont pas à subir des épidémies.
Yersin l'avait vu en faisant circuler l'eau dans les rizières pour empêcher que les moustiques se développent et qu'il y ait une continuité du paludisme, par exemple, ou dans le choléra avec les puces du choléra qui transmettent le choléra. Donc, il y a toute une politique à voir d'ensemble. Et ça, les pays africains ressentent bien qu'on ne leur donne pas. Donc, il faut la concevoir, et la concevoir dans un système qui développe la production. Et là, ils se tournent vers les pays euh, du sud global, ils se retournent vers leur propre pays, ils se retournent vers la Chine, ils se retournent vers la Russie, et ils voient que là, il y a eu un développement. Il y a eu en Chine, par exemple, une politique qui, en 30 ans, a permis d'arracher à la pauvreté absolue environ 900 millions d'êtres humains, et qu'en plus, ils ont une politique scientifique qui leur permet d'envoyer sans échouer du premier coup une fusée, un orbiteur, un descendeur et un rover sur Mars. Alors qu'ils voient que l'Agence spatiale européenne s'est crachée 2 fois. Donc, ce qu'ils disent, où est la science? Où est le développement? Où est le futur? Ils disent, prenons le pari. Ça ne sera pas facile. Rien n'est facile. Vous savez, il y a un grand penseur qui s'appelait Lévinas en France qui a la liberté, c'est la chose la plus difficile. La liberté est concevoir quelque chose de nouveau, sortir d'un système donné. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on reste dans ce système, on va vers la déroute et la destruction. Et c'est typique en France où les 3 rassemblements politiques, le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et Ensemble de Macron, restent tous dans ce système financier, tous dans un système qui porte à la guerre. Et donc, quand ils font des promesses, c'est des mensonges, parce qu'ils sont pieds et poings liés par ce système. Donc, se délier de ce système, les pays africains le ressentent. L'Union des pays d'Afrique de l'Est, Mali, Burkina Faso et Niger, c'est une première expression, et c'est très intéressant. Nous discutions avec Nathalie Yang, avec différents journalistes africains qui le ressentent. Comment? Et c'est très intéressant parce qu'il y a une nouvelle éducation, des nouvelles qui sont parvenues par les réseaux sociaux. Il n'y a plus des médias officiels et ces gens-là sont enrichis par des échanges de réseaux sociaux où il y a du bon, du pas bon, mais les gens se font une idée. Mhm. Donc, c'est très intéressant pour les jeunes capitaines, les jeunes diplômés en Afrique, qui ressentent qu'ils doivent faire quelque chose maintenant pour leur peuple. Et ça, c'est le pari vers le nouveau. Et je pense que si on ne prend pas ce pari, on prend le mauvais pari, qui est le pari pour l'ancien, et c'est la destruction et la guerre qui est au bout. J'aimerais bien conclure cette émission en posant une question où il y a souvent confusion entre le principe de légalité et de légitimité. Alors, si on fait appel à la pièce d'Hamlet de Shakespeare, alors Shakespeare, dans sa pièce, il parle de 3 personnes, 3 personnages, un roi qui est mort, dont le spectre vient de l'enfer, son frère qui l'a tué, et le fils du roi qui est mort, qui connaît la mission à faire, mais il ne la fait pas. Donc, en réalité, légalement, peut-être c'est Hamlet qui avait le droit de prendre le pouvoir, mais légitimement, les 3, ils sont mauvais parce que, un, il est en enfer. S'il est en enfer, c'est parce qu'il a fait de mauvaises choses durant sa vie. Le deuxième, c'est un criminel. Le troisième, il n'a pas de sens de responsabilité. Donc, la légitimité ne peut pas être confondue à la légalité. Et par rapport à ça, j'aimerais dire à nos auditeurs, je vous invite à réécouter les déclarations de Jacques Cheminade en 1995 en vous posant la question qui légitimement a gagné l'élection? Pas légalement, légalement c'est Jacques Chirac, mais légitimement c'est celui qui a dit la vérité et en prenant le courage entre ses 2 mains. Donc Jacques Cheminade, je vous remercie énormément. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère vous retrouver. D'abord, j'espère que nous avons réussi à poser cette problématique grave et cruciale et ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à bientôt. Merci à vous. Et la légalité, c'est des valeurs établies par rapport à un système donné qu'on défend. Oui. La légitimité, c'est les principes, la recherche de la vérité et la recherche de la justice sur tous. Donc voilà, et aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le poser, tu as tout à fait raison de le poser, c'est le grand débat de fond.
Merci beaucoup.